mis dans un avion Oui. depuis Nouadhibou. Oui. Et l'avion est venu directement. À l'aéroport de Yoff. On est venu vers le crépuscule, vers 19h. Et il s'est passé quoi? Et de là, nous sommes partis à un camp militaire, qui est le camp de Ouakam, Batrin. C'est là-bas où on amenait les Sénégalais qui venaient, et c'est là-bas qu'on nous a aussi amené, nous, les Mauritaniens. Et ils vous ont demandé quoi? Ils vous ont dit quoi? À l'aéroport d'abord, le monsieur m'a demandé où j'habite. J'ai dit que non, j'habite pas ici, moi je suis Mauritanien. Alors ils m'ont demandé quelques questions, où je travaillais, qu'est-ce que je faisais. Et ils ont pris note, ils ont mis dans le groupe des non-sénégalais qui ont été amenés. Et c'est maintenant, c'est là où a commencé l'histoire, le dossier des réfugiés, des déportés mauritaniens. C'est là-bas qu'ils ont compris, en plus des Sénégalais qui revenaient de la Mauritanie, on a ramené des Mauritaniens de pure souche. Et ils ont dit quelque chose en ce moment? C'est des Sénégalais? Oui, c'est les militaires sénégalais. Ils ont informé leur État. Et maintenant, la télévision, les radios, les gens ont commencé à parler de ce problème qui se pose. Ils ont fait comprendre aux gens, écoutez, il n'y a pas que les Sénégalais que la Mauritanie a envoyé, il a aussi renvoyé des... Parce qu'il y en a certains qui ont pu amener leur carte d'identité, ils l'ont mis sur leurs chaussures et consorts, les femmes dans leur maillot de bain. Bon, après, ils ont pu montrer ça aux militaires et la presse a mis ça. Bon, maintenant, il y en a d'autres comme moi qui n'avaient aucun papier. Moi, je suis venu sans papier. Je suis venu avec un tiarach, un pantalon jean et une chemise. Et tout ce que j'ai amené de Mauritanie en 89. Puis le jour où vous êtes parti, vous êtes venu en pensant que je vais me faire contrôler et ensuite ils me connaissent, je retourne. Mais voilà, voilà. Je suis parti comme ça pour me dire que cette injustice ne se fera pas. Surtout que les gens avec qui je travaille. Mais c'est comme je suis parti, c'est comme ça qu'on m'a ramené. Et il y a des gens qui sont partis le matin au travail, et c'est du Sénégal qu'ils ont appelé leurs femmes pour dire qu'ils sont à Dakar. Alors que le matin, ils ont quitté pour aller au travail. Parce que les enfants, le matin, sont partis à l'école, et il y a eu des événements. Et dans cette limite, il n'y a plus de route. On a volé beaucoup d'enfants pour en faire des esclaves. Beaucoup d'enfants. C'était quelque chose d'indescriptible. Et malheureusement, la communauté africaine n'a pas été à la hauteur. Comme si il manquait un Thomas Sankara, comme s'il manquait un Sékou Touré, comme s'il manquait un Mamadou Dia. Mais il manque encore. C'est du jamais vu. Comme si ces noirs-là, c'est rien du tout. C'est une erreur de l'histoire, voilà. Mais le nombre a dépassé les 80 000 et la majorité étaient des fonctionnaires. À un certain moment, il n'y avait plus de sages-femmes infirmières à Nouakchott. C'est après qu'ils se sont rendus compte de ça, ils ont arrêté la déportation des cadres. Ils ont déporté les enseignants, les sages-femmes, les infirmiers, les fonctionnaires. Mais c'est pas possible. Je dis que c'est pas possible. Et tout ça au su et au vu de la communauté africaine. Mais personne n'a osé dire réellement ce qu'il faut dire en pareille circonstance. Tout le monde voulait faire du masla sur les négros mauritaniens, comme s'ils n'existaient pas. Comme si... Quand vous êtes arrivé à Dakar, on va dire que quand vous étiez en Mauritanie, vous étiez un beau cadre, vous avez fait des études, vous avez une vie quand même assez... agréable, très agréable. Voilà. Avec beaucoup de perspectives et de vision. Ah ça c'est sûr. Ah, si... Vous arrivez ici, à Dakar. À Dakar, au Batrin, à Ouakam. À Ouakam. Oui. Et il se passe quoi? Alors on est dans les hangars. Comme quand il y a un problème de semences, on était avec les services humanitaires qui nous nourrissaient. Le matin, on te donne le dé. Comment vous pensez que vous alliez retourner en Mauritanie bientôt ou... Non, je me disais que ça n'allait pas durer. La preuve, les premières cartes d'identité qu'ils nous ont données, cartes d'identification, avaient une durée de 3 mois. Je me disais que c'est vraiment, ça va bientôt. Et surtout que la Mauritanie avait une pénurie de ressources humaines. Maintenant, ce sont ces mêmes ressources humaines qu'ils enlèvent d'or. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'avais jamais pensé que ça pouvait passer plus que 6 mois.
Voilà, maintenant on est presque dans notre trentaine d'années. 30 ans. Ouais. Bientôt, 30, l'année prochaine sera 30 ans de cet événement. Et ça a été quoi votre parcours depuis ce Alors, quand je suis venu, donc on était au bas de train. Après, à un certain moment, les Sénégalais, on les a menés chez eux. Nous, on est restés là-bas. On a eu à recevoir le secrétaire général de l'OUA, Ide Oumarou, du Niger, et d'autres personnalités des ambassades. Les gens ont compris que réellement, il y a des vrais Mauritaniens de pur fus qui on a déportés. Avec l'hivernage qui venait, il y avait des problèmes de hangars qui étaient troués. Ils nous ont amenés à Thiès. Juste à l'entrée de Thiès, il y a des hangars où on entreposait les produits agricoles. Ils nous ont amenés là-bas, nous tous. Et de là, à un certain moment, vers le mois d'octobre, il fallait amener les produits agricoles dans les hangars. Donc nous, on doit quitter. Ils ont voulu nous amener dans la vallée. Il y a certains qui ont accepté pour aller à Dagana. C'était le premier cas. Moi, j'ai dit non, il faut qu'on fasse notre combat. Et notre combat doit être un combat diplomatique. Donc par conséquent, on doit s'approcher de Dakar. Et c'est pour là, moi, je n'ai pas fait Dagana. Et ça faisait combien de temps que vous êtes là? Le moment où on vous a déporté de Dakar à Thiès et puis de Thiès à Dagana? Depuis mai 89, je ne suis pas retourné en Mauritanie. Non, mais je sais, c'est comment, il s'est passé combien de temps oui, d'accord. Donc, Dakar et Thiès. Oui, d'accord. Donc, Dakar et Thiès, c'est environ. Donc, on est, comme je l'ai dit, je suis venu le 7 mai 89. Donc, à Thiès, on est parti là-bas peut-être le mois de juillet, avant l'hivernage. Et puis, de juillet jusqu'à novembre, pour que les gens partent à Dagana. Et là, vous vous rendez compte que peut-être ça va durer beaucoup plus longtemps que... Non, même malgré tout ça, je n'avais pas de doute. C'est juste un problème d'organisation parce que, d'abord, le bas de train, ce n'est pas possible. Les hangars sont troués et il y a l'hivernage qui approche. Les hangars, à l'époque, il n'y avait pas de produits agricoles. Maintenant, les produits agricoles commencent à venir, il faut qu'ils partent dans les hangars. Donc, on doit quitter. Donc, pour moi, ça ne faisait pas peur. C'est quand maintenant... les gens restaient dans les sites et consorts que j'ai compris, que j'ai commencé à sentir qu'il y a un mal donne. Et surtout, que je ne sentais pas au niveau des autorités sénégalaises, au niveau de la communauté africaine, au niveau de la communauté internationale, une réaction qui valait la peine par rapport à ce dossier. Après 10 ans que vous êtes resté au Sénégal, est-ce que vous vous êtes rencontrés, parlé de votre situation, allez voir? Je ne fais que ça. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé pour le combat. Je fais partie des rares Mauritaniens qui ne sont pas retournés en Mauritanie depuis les événements. Il m'arrive tout souvent d'avoir des parents décédés en Mauritanie. Je pars jusqu'au fleuve. Et c'est les parents qui quittent la Mauritanie qui viennent me rencontrer. J'ai catégoriquement refusé de retourner clandestinement chez moi. Parce que je confirme que je suis Mauritanien. Je fais partie des rares Mauritaniens qui n'ont pas cherché à avoir des papiers sénégalais. Jusqu'à présent, j'en ai pas pris. Et surtout en me rappelant de ce que mon père me disait. Et ce qui fait que mes promotionnaires de la marine ont tout fait pour que je prenne des papiers pour travailler, j'ai catégoriquement refusé. Ce qui veut dire que maintenant, vous n'avez pas de papier, vous ne pouvez pas travailler, et vos enfants, ils peuvent quand même aller à l'école. Les enfants, c'est un peu plus simple, même si ce n'est pas réglé. Parce que ils sont nés au Sénégal, la majorité, donc ils ont des pièces d'identité avec la mairie et consorts. Donc là, ça leur permet, après, maintenant avec le temps, si j'ai des papiers de réfugiés, ils le prennent. Donc ce n'est pas assez difficile à ce niveau, comme tu le sais. Aller à l'école au Sénégal, ce n'est pas un problème. Avoir du travail au Sénégal, c'est un problème. C'est un problème. Pour les Sénégalais, à plus forte raison pour les étrangers. Donc là, le problème ne se pose pas. Moi, j'ai catégoriquement refusé de prendre parce que je pouvais. Mon promotionnaire, il a été le directeur de toute l'affaire maritime aussi au Sénégal. Mon promotionnaire de Suède. Le service que j'avais dit qu'on avait créé au Sénégal, en Mauritanie en 1988, qu'on a créé ici en 2015. Le directeur, c'était mon promotionnaire de la Suède. Il s'appelle Yerim Tube. On appelle ça l'agence de navigation maritime.
Il a tout fait, j'ai dit non. Si vous voulez me prendre en tant qu'expert, c'est pas ça, comme les Toubabs que vous prenez. Si. Mais pour que je change ma nationalité pour que vous me preniez, changez la nationalité des Toubabs que vous avez. Mais donc ça veut dire qu'il refuse de vous prendre si vous êtes mauritanien. Oui. Alors qu'il y a des Pourquoi il y experts. a des Sénégalais qui travaillent en Mauritanie? Mais on n'en parle pas. Il y a des consultants, l'expertise française est là. On ne les a jamais demandé de changer leur nationalité. C'est leur background, leur expertise qu'on a pris. Mais moi, on a voulu que je me prostitue, entre guillemets. Mais dans tout ça, comme je tiens toujours à dire quelque chose, quand je dis que je refuse la carte de la nationalité sénégalaise, je n'ai rien contre le peuple sénégalais. Ils nous ont reçus. Ils nous ont hébergés. Ils ont partagé avec nous tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais c'est le côté politique, les autorités qui n'ont pas été à la hauteur. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis quand vous avez refusé de partir jusqu'à... Alors de lors, je me démerdais dans la société civile et puis j'ai créé un mouvement qui est le mouvement des réfugiés mauritaniens pour la défense des droits de l'homme pour pouvoir vraiment attaquer frontalement les autorités par rapport à ces dossiers de graves violations des droits de l'homme. Et en 1994, on l'a créé. En 1995, on a notre statut d'observateur au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme en Gambie. Ça nous permettait d'aller en Gambie, de participer aux réunions des ONG et de poser le problème qui m'a donné une arrestation en Gambie et un séjour de 55 jours dans les prisons de Gambie, au temps de Yaya, parce qu'il trouvait que je faisais trop contre la Mauritanie. 55 jours. Yaya Jammeh. Ouais. 55 jours. Oui, il avait beaucoup de... Oui, lui, moi, c'est un autre parabole. Donc, toute ma vie, j'ai raté ma vie professionnellement. Pas à cause de moi, mais à cause des événements. Et j'ai refusé de me prostituer pour mon bonheur personnel. Pour moi, maintenant, ma vie, mon combat, c'est ce dossier. Il faut que ce soit clair. Il faut obligatoirement que cette injustice soit réparée. Il n'est pas question que le sang des négros mauritaniens soit versé. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas l'accepter. Ma conscience ne me permet pas d'être heureux alors que ce problème n'est pas réglé. Ma conscience ne me permet pas d'être un intellectuel, d'avoir un background pour pouvoir défendre et lutter et me reposer pour mes propres besoins. Ce n'est pas possible. Et je ne le ferai jamais. Je ne l'ai pas fait et Dieu sait qu'à mon âge, je ne le ferai jamais. Le côté individuel, personnel n'a aucune valeur pour moi tant que ce dossier n'est pas réglé. Quel que soit le prix. Moi, ce qui me compte, c'est quel que soit le prix. Et voilà, je vis misérablement, avec, comme vous voyez, avec tout ce que je vous ai dit, avec toutes les perspectives que j'avais avec moi, toutes les opportunités, j'ai refusé. Mais ce qui vous permet de tenir comme ça, c'est... Ma foi, mon éducation et le fait de savoir que si je ne participe pas, parce que je ne suis pas le seul, les autres ne le feront pas. Donc il faut obligatoirement que les gens se sacrifient et j'ai déjà pris l'engagement de faire partie des sacrifiés. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous, ici, les réfugiés mauritaniens? Écoutez, je disais toujours aux gens cette expression des Sud-Africains durant la guerre de l'apartheid. On peut faire quitter un homme du pays, mais on ne peut pas faire quitter le pays du cœur de l'homme. Malgré qu'on soit par là-bas, on continue à penser qu'un jour viendra que la Mauritanie sera libre, indépendante et démocratique. Donc pour moi, il faudrait continuer à lutter pour qu'on puisse avoir ces dénominateurs communs. Maintenant, si les conditions ne sont pas réunies, que les gens quittent le Sénégal. Parce que ça me rappelle un peu le jeune homme d'une émission de l'UNICEF à qui on a demandé qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand. Il n'a pas dit qu'il doit être roi. Il n'a pas dit qu'il doit être président. Il n'a pas dit qu'il doit être directeur. Il a dit que je veux vivre.
Et actuellement, nous ne vivons pas. Nous souffrons au Sénégal. Nous souffrons au Sénégal. Et on n'existe même pas parce qu'on n'a même pas de papier. On ne peut rien faire. Actuellement, nous sommes des aveugles dans un monde aveugle. Comment peux-tu t'imaginer des gens du 3e âge au Sénégal qui n'ont pas de papier d'identification? Depuis l'ambassade de Mauritanie, par exemple. Nous n'avons aucun contact avec l'ambassade de Mauritanie parce que la Mauritanie ne nous considère pas comme des Mauritaniens. Sinon, on n'est pas des réfugiés. Nous ne sommes pas des migrants mauritaniens qui sont venus au Sénégal comme des migrants sénégalais qui sont partis en Mauritanie. Non, nous sommes des déportés, des reniés par son propre État. Si la Mauritanie avait fait ce que Abdallah avait fait, le président démocratiquement a dit, je vous l'avais dit, vous n'allez pas vous trouver ici. Et ça, c'était en 2005. 2005-2018, 13 ans. Et tu sais, dans 13 ans, beaucoup de choses peuvent se faire.